Moi, je veux leur offrir un logement pas cher ou qui sont pas à gorge. Puis moi, je veux être dans cette gamme-là, mais je veux être celui qui leur offre le meilleur service, le plus respectueux, qui leur donne le plus de dignité, que nos immeubles soient mieux sécurisés que tous les immeubles de tout le monde. À mon avis, à tort ou à raison, le problème n'est pas au niveau des logements, parce que là, on a aussi beaucoup de vacances dans les immeubles neufs. Moi, je pense qu'on manque de logements abordables, accessibles. Est-ce qu'il n'y aurait pas une solution qui permettrait justement d'aider que ce soit le propriétaire qui détient des immeubles un peu plus anciens versus la construction neuve? Parce que sinon, tu fais que de l'étalement urbain. Tu vas aller faire que étaler en faisant du neuf. J'ai l'impression que le marché que tu proposes pour la CHL, c'est un peu ce qu'il y a au niveau de l'Europe. Ils ont des bâtiments en béton avec des prêts qui vont de génération en génération. Fait que là, tu peux avoir pendant des coûts plus abordables. On dirait, au début, là, moi, je pensais, je dis, OK, d'accord, on manque de logements. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on dirait qu'on rend la vie encore plus difficile? Le plus que je creusais, le plus que je me rendais compte, OK, tu sais quoi, là, ils sont en train plus de diriger la force d'investissement vers l'abordable. Fait, on est déjà parti. La conversation est intéressante. C'est ça. Mais t'as raison. Puis ça dépend aussi c'est quoi le produit que tu achètes. Tu sais, exemple, on va se dire au Québec en ce moment, si tu fais de la construction neuve ou tu achètes du neuf, que les loyers sont comme en plus au max de ce qui est là. Dans des marchés où ils n'ont pas fait d'études d'absorption. Exact. Ça m'inquiéterait. Mais même dans les marchés qui ont fait des études d'absorption, en ce moment, même si tu dis, mettons que tu dis à Laval, un immeuble neuf, béton, je sais pas, ça vaut 330 000 la porte, puis tu me le vendrais 280 000 la porte, pas ça, je te l'achèterais. Puis, c'est un peu la stratégie que moi, je regarde présentement. C'est sûr que ça dépend des stratégies de tout le monde. Toi, je sais que Fadi, t'aimes ça, le commercial. Moi, je tripe sur le workforce housing. Je veux être un provider de logement puis de domicile pour des immigrants, pour le commun des mortels, pour le gars qui travaille au tigre géant, pour la petite famille que les deux parents ont des jobs pas super payants, puis ils font ce qu'ils peuvent pour offrir une meilleure qualité de vie à leurs enfants. Ben moi, je veux leur offrir un logement pas cher ou qui sont pas à gorge. OK, c'est pas le Ritz-Carlton, on s'entend, mais je veux leur offrir ça. Puis moi, je veux être dans cette gamme-là, mais je veux être celui qui leur offre le meilleur service, le plus respectueux, qui leur donne le plus de dignité, que nos immeubles soient mieux sécurisés que tous les immeubles de tout le monde. C'est pour ça que j'achète avec du scale. Exemple, à Edmonton, en ce moment, comme à 700 portes, là, essentiellement, qu'on pourrait ramasser. Notre but, c'est de monter le plus rapidement possible à 3 000, 4 000, 5 000 portes. Parce qu'avec des économies d'échelle, là, tu peux faire des affaires incroyables en immobilier. Avec une économie d'échelle de 3 000 4 000 portes, par exemple, j'ai déjà fait toutes mes modélisations, je suis capable de mettre en place une équipe de sécurité. Je suis capable d'avoir, en tout temps, des gardes de sécurité qui travaillent pour Ikigai Impact, que leur job, c'est de faire le tour de nos immeubles. 24 heures sur 24, 365 jours par année. Imagine, tu sais, quand on parlait de profit à la détention, le profit à la détention, elle est plus subtile. Imagine, ensuite, tu sais comme locataire, tu es à Edmonton, tu as le choix de louer un 4,5 à 12,50, 1300, ce qui est vraiment pas cher à Edmonton. Puis tu as le choix d'aller dans l'immeuble d'à côté ou dans le mien, où il y a des caméras de sécurité, ou qu'on te répond dans l'heure que tu fais une demande de service, ou qu'il y a des gardiens de sécurité qui font le tour de l'immeuble à tous les jours, 24 heures sur 24. Peut-être que je ne le louerai pas plus cher. Ça se peut. Mais exemple, si le pétrole baisse, si le taux d'occupation augmente, s'il y a quelque chose qui arrive à Edmonton ou au Canada, moi, je suis all-weather. Je suis protégé. Pourquoi? Parce que les gens vont rester dans mes immeubles, ils vont avoir moins de roulement de locataires, ils vont avoir moins de chignage quand je vais leur donner une augmentation. Et là, ce que je fais, c'est qu'à travers ma capacité de détention puis d'offrir mon service, le profit à la détention, je me sors un peu de l'aspect spéculatif de l'immobilier. Parce que, exemple, on était sur la discussion d'Edmonton, il y en a qui vont dire « Ouais, mais là, à Edmonton, il y a eu beaucoup de construction, il y a moins de blocage à la construction, ça se peut que les loyers augmentent moins, puis ça se peut que les taux d'inoccupation augmentent. » Parfait, fine, mais ça n'affectera pas nos bâtiments. On n'est pas dans ce bracket-là de marché. Puis avec les choses qu'on met en place, on se protège contre ça de toute façon. C'est là que le profil de la détention, il est vraiment important
mais c'est vrai qu'il est plus subtil. Il est vraiment plus subtil. Puis c'est là que, oui, j'aime mieux faire un profit à l'achat puis acheter vraiment bien acheter de quoi. Mais il faut qu'on garde en tête la microéconomie, donc la ville, puis la macroéconomie, essentiellement le pays puis l'international. Puis je reviens à ça, même si je faisais un profit à l'achat sur un immeuble neuf au Québec en ce moment, non. Non. Alors que je pourrais faire moins de profit à l'achat sur un immeuble du type que j'achète à Edmonton, mais je sais qu'il y a tellement de jus à aller chercher dans le profit à la détention, puis de me sortir de l'aspect spéculatif du marché, que là, même là, ça vaut la peine, c'est intéressant. Dans la même optique, puis je comprends ton point. Je n'ostine pas ton propos, mais le profit à l'opération, tu l'appelles à détention, je l'appelle à l'opération, c'est le même principe. Ouais. Le profit à l'opération est important, il est présent, mais il est plus technique, puis il est plus difficile à obtenir. Il nécessite plus de connaissances, plus d'énergie, plus d'expérience. Tu sais, ce profit-là est intéressant, a une bonne valeur, est à absolument pas négliger. Absolument. Mais il y a plus de risques, puis de... harder to get. C'est ça, il n'y a pas plus de risques. En fait, c'est plus dur d'accéder à ce profit-là parce que ça nécessite une certaine échelle, puis une certaine expérience, puis un mindset. Puis le débutant des investisseurs ont un peu plus de misère à y accéder. Mais l'autre élément, c'est qu'un n'exclut pas l'autre. Parce clair. que, mettons, je regarde avec Fadi. Fadi a fait un achat d'un matin, il est capable de payer 130 000 $ la porte, quelque chose qui en vaut 250 000 la porte. Ben, il va faire un bon profit à l'achat. Déjà, en partant, il paye 50 % de la valeur de ce que ça peut valoir au maximum. Mais il peut quand même aller chercher son profit à détention en opération. Clair. Il est capable de faire ça. Mais il pourrait scraper son profit à l'achat qu'une mauvaise opération de détention. Ouais. J'en ai vu dans ma carrière du monde le faire. Puis il y en a aussi qui vont acheter, ils feront zéro profit à l'achat, mais ils gèrent tellement bien leurs affaires. Tu sais, ils gèrent en bon vieux père de famille. Là. Puis finalement, ils ont un super de bel actif parce que leur gestion, même à petite échelle, est tellement bonne. Tu sais, au fond, il y a deux choses dans ce que vous dites, c'est que il y a du court terme, donc tu fais ton profit à très court terme. Donc, puis tu as une fenêtre d'opportunité qui est très courte pour faire un actif ton profit. Qui est, c'est ça, il est mispriced. Et là, ça c'est à l'achat. Tu es en train de faire ça, tu es en négociation, tu es en face à face, puis là, tu essaies d'amener le plus bas possible ton prix. Puis là, tu vas faire. Donc, ça, c'est un court terme, vraiment très, très short. Puis là, tu as le moyen terme où que tu vas aller essayer de faire aussi ton profit avec les opérations, l'optimisation, puis qu'est-ce que tu peux aller ajouter de valeur amener de la valeur ajoutée. Ce que j'adore dans cette discussion, c'est que ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt sur la formation, sur l'éducation continue. Jusqu'à quel point c'est tellement important de continuer à s'éduquer et d'être toujours informé, pas juste au niveau de l'immobilier, mais au niveau économique, micro, macro. C'est quoi l'impact? C'est quoi l'immigration? On est en train de parler de pierre et on parle d'immigration. Hein? On est en train de parler de pierre et on parle de pétrole. Et c'est ça l'important, de continuer à s'éduquer et de s'informer sur ton marché, et pas juste immobilier, mais économique et macroéconomique aussi. C'est quoi l'impact là, si l'Alberta se détache du reste du Canada? C'est quoi l'impact d'une décision politique? C'est comme... J'adore ça dans l'immobilier. Mais tu vois, en fait, en ce moment, c'est un peu la conversation que j'avais avec Kevin quand on s'en venait tantôt. Tu sais, c'est d'où l'importance incroyable d'aller dans des événements de réseautage de qualité avec des gens de qualité. C'est clair. Ben, si on remonte 2 ans en arrière, je veux dire, tout le monde s'est galoché dans le neuf, puis ça roulait à côté. Là. Je veux dire, tout le monde était dans le développement, achetait des terrains, bâtissait du neuf. Puis ça s'est dégringolé en l'espace de moins d'1 an. Là, dans les 8 derniers mois, je pense que le neuf a commencé à taper un plafond. Comment ça dire? La population qui est capable de payer des loyers élevés, elle est arrivée un peu à saturation, là, ce marché-là. Absolument. Donc là, on retombe dans les classes modestes. Puis les classes modestes, ils ne peuvent pas se payer des loyers à 2000 pièces par mois. Donc c'est là où on retombe dans des actifs peut-être plus anciens, qui ont été optimisés, qui permettent de loger un peu cette population-là. En fait, tu parles de neuf, j'ai une question. Garde ta question. Ton nom? Alexandre Guilbeault. Émilie Allard. Fadi Debs. Kevin Allègre. Nicolas Ray. On va parler, si vous êtes ouvert, là, d'un sujet que
je trouve chaud et vraiment, vraiment intéressant, la SCHL. Et en ce moment, Je mets ça à mon avocat. On veut pas fâcher Dieu. Non. non, mais on s'entend, tu sais, la SCHL est un acteur économique puis d'envergure dans nos milieux. Ah ouais. Donc, on s'entend, tout le monde parle au Canada, puis peu importe où est-ce qu'on est dans le pays, de la pénurie de logement, du manque de logement, puis des complications qu'ils ont autour de l'accessibilité au logement. À mon avis, à tort ou à raison, le problème n'est pas au niveau des logements, parce que là, on a aussi beaucoup, beaucoup de vacances dans les immeubles neufs. Moi, je pense qu'on manque de logements abordables, accessibles. Dans cette optique-là, j'ai une idée que c'est embryonnaire. Je veux me faire challenger sur l'idée. Je suis pas un expert sur le sujet, mais vous êtes tous des experts à certains éléments. Fait que moi, ce que je verrais comme alternative, on parle d'abordabilité avec la SCHL, je verrais un critère d'abordabilité plus sévère. Fait que, par exemple, des immeubles des unités à des 3,5, mettons, à moins de 1000$ par mois. Finançable dans du neuf, pas disponible pour l'usager, mais finançable dans du neuf, avec une abordabilité à 70%, 75% d'une bâtisse, mais un financement autorisé de la SCHL sur 75 ans avec une mise de fonds de 5%. Fait que, moi, en ce moment, quand je le regarde, ça permet, en augmentant notre période d'amortissement, ça nous permet de dire que notre coût opérationnel tombe plus bas. S'il nous donne un discount sur le taux d'intérêt pour être capable de faire en sorte que la mathématique fonctionne, on serait capable de dire qu'on est quand même cash flow positif, pas d'une façon incroyable, mais sur un immeuble financé sur 75 ans. La durée de vie utile d'un bâtiment neuf aujourd'hui, c'est une centaine d'années. Fait qu'on est capable de dire oui, ça élimine une portion du côté spéculatif, ça élimine une portion du marché de liquidité avec le refinancement, mais ça reste un actif qui va se créer de la valeur, qui va se créer de l'équité. Oui, ça va prendre du temps avant que l'immeuble génère du cash de façon considérable. Oui, ça va être long avant que l'immeuble prenne une équité qui vaut la peine, façon de parler, mais de ma perspective, à tort ou à raison, ça règle la problématique qui est de donner un toit à du monde qui sont capables de s'en payer un. Ouais, mais là, tu vas juste dans une niche qui est le neuf. Puis, on a quand même des vieux immeubles dans le parc québécois qui demandent à être revitalisés. Mais c'est pour l'amortissement sur 75 ans. Tu ne peux pas prendre un immeuble construit en 1970, 100%. l'amortir sur 75 ans. 100%, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une solution qui permettrait justement d'aider, que ce soit le propriétaire qui détient des immeubles un peu plus anciens versus la construction neuve? Parce que sinon, tu fais que de l'étalement urbain. Tu vas aller faire que étaler en faisant du neuf. Et tu vas lâcher un peu tout ce qui va se passer dans le centre. Tu n'es pas obligé d'étaler. Tu peux faire de la reconversion. Tu achètes un immeuble qui a atteint son niveau de vie, puis tu revalorises la valeur de ton terrain. Mais je serais curieux d'entendre Emery là-dessus, parce qu'il n'a pas parlé beaucoup encore. Les mairies, déjà, c'est assez compliqué. J'ai entendu les mairies, excuse-moi. Emery, non, pas la mairie. Non, on ne veut pas chicaner avec la politique aujourd'hui. Moi, j'ai l'impression que le marché que tu proposes pour la CHL, c'est un peu ce qu'il y a au niveau de l'Europe. Exemple, des bâtiments en béton avec des prêts qui vont de génération en génération. Fait que là, tu peux avoir probablement des coûts plus abordables en bout de ligne, puis c'est tout sur le long terme. Fait que c'est probablement plus 100 ans. Je sais pas c'est quoi le niveau de vie d'un bâtiment en béton, là, mais c'est probablement plus que 100 ans. Ben en fait, selon la dernière fois que j'avais lu, en Europe, les conditions météorologiques permettent de garder les immeubles plus longtemps que ce qu'on a au Québec ou dans le reste du Canada. J'avais lu entre 100 et 125 ans durée de vie utile d'un immeuble en béton. Je ne suis pas un expert dans le domaine. Là, j'aime plus j'aime la réflexion. Là. Mais tu sais, pour faire du pouce sur ton idée, l'augmentation des frais de la SCHL dernièrement, avec, on dirait au début, là, moi je pensais, je dis, OK, d'accord, on manque de logements, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on dirait qu'on rend la vie encore plus difficile aux investisseurs pour le développement de nouveaux logements? Le plus que je creusais, le plus que je me rendais compte, OK, tu sais quoi, là, ils sont en train plus de diriger la force d'investissement vers l'abordable. C'est ça l'objectif de leur changement, modification. Je pense qu'il manque deux petits ajustements peut-être pour encourager les
plus petits moyens investisseurs comme moi, OK? Parce que je me retrouve pas là-dedans, moi, encore, comme petit investisseur, à moins que j'ai soit un grand promoteur avec un facteur de nombre de projets de construction assez énorme pour que sur le plan macro, ça va faire du sens. Mais en même temps, là, ce qui se passe, c'est que moi, le petit investisseur, puis j'ai un projet présentement de construction sur la table de 70 à 80 logements, puis je me retrouve plus là-dedans, dans ces chiffres-là. Il y a plein de choses qui m'inquiètent présentement pour du neuf. So, peut-être, là, il y a certains paramètres, comme ce que tu viens de dire, la période d'amortissement, peut-être un peu plus amener l'abordabilité à un niveau vraiment plus calculé à des macro-espaces, micro-espaces dans les villes, selon les revenus et tout ça, comme ils calculent l'abordabilité. Et on dirait qu'on a besoin d'un petit push. À moins que l'objectif, c'est vraiment là de, you know what, on veut juste des promoteurs qui sont capables de construire des 200, 300 logements et plus. Puis là, ils sont en train de tuer ce marché-là de petits promoteurs. Moi, je me considère petit, là, 70, 80. Oui, mais la SCHL essaye déjà de tuer les petits promoteurs. C'est pas nouveau. En ce moment, on l'a vu avec juste le fait de ne plus pouvoir utiliser des lots condicuts pour faire du financement un peu plus créatif. Juste en faisant ça, la SCHL dit, nous autres, les petits investisseurs, les gens qui veulent débuter puis commencer à devenir des pourvoyeurs de locaux, on ne veut pas travailler avec eux autres. C'était ça le message sous-jacent, à mon avis. Oui. Puis j'ai de la difficulté avec ça parce que tu es quand même... Oui, je comprends, des fois, là, tu veux mettre une barrière à l'entrée, peut-être pour des gens qui veulent s'amuser seulement un peu. Mais en même temps, pour quelqu'un qui est petit, moyen, tu es en train vraiment de lui casser aussi les... Moi, j'ai tendance, on pourrait passer 3 heures à analyser ou à proposer ce que la SCHL pourrait faire de mieux ou de nouveau ou arrêter de faire. Puis c'est vraiment, il y a plein de choses intéressantes là-dedans. Là, mais moi, j'ai tendance à, je sais pas si c'est mon style tout le temps qui essaie de prendre un peu d'élévation. Là. Pour moi, le problème, c'est un peu, on n'est pas encore au nœud du problème. Ça, c'est symptomatique, ça. C'est comme essayer de dire... OK, t'as mal au genou. Je vais vous donner un exemple. Dans ma carrière d'avant, au niveau olympique puis en biomécanique, ma grande spécialité, moi, c'était de travailler des athlètes de très haut niveau. Donc, des athlètes qui étaient sur le bord de devenir des athlètes professionnels ou olympiques, mais il fallait aller chercher la coche de plus. Et... il y a 2 choses qu'on travaillait à ce moment-là. La performance, puis surtout aussi la gestion de blessures, pour faire en sorte qu'un athlète soit durable. Parce que tu peux avoir beaucoup de force, mais si tu es tout le temps blessé, ça ne servira pas à grand-chose. Puis l'approche biomécanique qu'on utilisait, qui était très différente, que j'utilisais, qui était très différente du marché dans lequel je travaillais, qui était plus basé sur la kinésiologie, la force et tout ça, c'est que la biomécanique, nous, on partait d'une base. Je prenais un athlète, puis mettons qu'un athlète blessé, okay, un joueur de hockey. Moi, ma carrière de joueur de hockey a été lourdement hypothéquée par une reconstruction de genou à mon année de repêchage dans la Ligue nationale, à 17 ans. Puis, pourtant, j'étais fort du quadriceps, des ischio-jambiers, donc le muscle en avant, muscle arrière, musculairement très fort. Puis malgré ça, genou fini. Okay? C'est sûr que j'ai eu une bad luck. Je me suis rentré dedans dans le côté. Mais la plupart des blessures de genoux des joueurs de hockey, qui sont très communs d'ailleurs, sont traitées. Ils vont faire la réparation, puis là, ils vont dire renforce les muscles autour. Mais ça, c'est traiter le symptôme. C'est pas traiter la cause profonde. Puis la cause profonde, quand tu viens de l'école de biomécanique, c'est que nous, ce qu'on dit, c'est qu'on regarde un corps, c'est une chaîne mécanique de mobilité puis de stabilité, puis ça s'alterne. Fait que ça part des pieds. Tes pieds, c'est des stabilisateurs. Mettons, tu es sur un pied, là, ton pied, il essaie de stabiliser essentiellement. Ta cheville est mobile. Tu es supposé avoir une cheville qui est bien mobile. Ton genou est supposé être stable. Pourquoi? Ça a l'air bizarre. Là. Parce qu'un genou qui est instable, il va tout le temps débarquer, il va aller de côté, puis c'est là que tu vas te blesser. Une hanche, c'est supposé être
mobile. Si tu n'as pas assez de mobilité dans tes hanches, c'est trop raide des hanches, bien, je pourrais continuer dans la chaîne, mais je pense que vous comprenez un petit peu où est-ce que je m'en vais. Ce qu'on remarque en biomécanique, ou ce qu'on remarquait, c'était que si j'ai un problème de genou, genre on regarde le genou, puis on dit, crème, le genou, il a de la misère à stabiliser, puis il est tout en train de se péter le genou, puis il y a des problèmes de genou, cet athlète-là. L'approche de physiothérapie puis de kinésiologie, qui est de regarder le genou puis autour du genou, elle n'est pas bonne. Elle est bonne à court terme, mais elle n'est pas bonne. Pourquoi? Parce que le cause profond, la racine du problème, c'est pas les muscles autour, c'est pas le genou, c'est pas là. C'est les autres, c'est les next steps dans la chaîne mécanique. C'est la hanche puis la cheville. Puis souvent, ce qu'on remarque, c'est que les joueurs de hockey, par exemple, qui sont reconnus pour avoir des problèmes de genoux, c'est les athlètes avec le moins de mobilité dans les chevilles puis dans les hanches. Ah, ouais. Parce que les chevilles étant dans des patins, avec ça monte haut, nos chevilles sont souvent très serrées. Fait qu'on perd beaucoup de mobilité dans les chevilles. Puis j'en ai testé des joueurs de hockey dans ma vie au niveau biomécanique. C'est pitoyable. Les joueurs de hockey et les joueurs de basket n'ont pas de mobilité de cheville. Les joueurs de basket, à cause des souliers high-top. D'ailleurs, ils ont changé ça. De plus en plus en basket, c'est des souliers low-top qu'ils utilisent pour essayer de contrer cet effet-là. Oui. Les joueurs de hockey, pas de mobilité dans les hanches. Tu sais, moi, m'asseoir en indien, incapable. Pourtant, je suis d'origine indienne. Incapable de m'asseoir en indien. Parce qu'à force de patiner, nous, on patine, puis on force latéralement. Ça vient tout le temps prendre ce muscle-là. Fait que ce muscle-là, il est surutilisé. Fait qu'il devient tête, puis tu perds ta mobilité dans la hanche. Mais là, si tu n'as plus la mobilité nécessaire dans la hanche, puis dans la cheville, là, la mobilité, il faut qu'elle vienne de quelque part. Ben, elle va venir d'ici. Puis là, tu vas avoir des problèmes de genoux. Je prends cette allégorie-là pour ce qu'on vit présentement comme problématique en termes d'habitation au Canada. La SHL, produire plus de logements, blablabla. Mais il faut se rappeler, le logement, c'est un nominateur. Il y a un dénominateur commun. C'est quoi? Un logement qui est inabordable. Là. Inabordable. L'abordabilité, c'est relatif, c'est pas absolu. Donc, la relation, elle est avec quoi? C'est quoi le dénominateur? Combien les gens gagnent? Ah, c'est le salaire. Les salaires. Exact. Combien les gens gagnent? La productivité au Canada. Et la productivité au Canada, quand tu la regardes statistiquement, tu regardes la croissance des salaires au Canada, c'est un désastre depuis 10 ans, depuis 15 ans. On n'a plus de productivité, on n'a plus de croissance salariale. Pourquoi? Ben parce que on s'en va de plus en plus vers la gauche, d'un point de vue économie politique, puis malheureusement, ça ne produit pas. On s'éloigne du capitalisme, on s'éloigne du libre marché, on s'éloigne de la production sous prétexte que c'est le libre marché qui a causé tout ça ou que c'est le capitalisme qui a causé tout ça. Non! Ce qui cause tout ça, c'est de l'interventionnisme, ce qu'on appelle du crony capitalism. C'est du socialisme gauchiste déguisé en capitaliste, en interventionniste. Puis là, on peut bien construire tous les logements au monde, là, mais ça reste qu'on vit quand même dans un pays à la base financièrement capitaliste. Et les constructeurs, si on construit trop, parce que ça se loue pas assez cher, les constructeurs, peu importe tous les financements au monde, vont arrêter de construire. On n'est pas cave, tu es entrepreneur général. Ouais, c'est plus payant, tu vas arrêter de construire. Rendu là, t'es mieux de rester chez vous puis de te mettre sur le BS, essentiellement. Fait qu'il faut qu'on se concentre, comme pays, à augmenter justement la productivité, à augmenter les salaires, puis à réduire les charges là-dessus. On en parlait tantôt, l'Alberta versus ici. Hey, veux-tu que je te montre mon T1 général? Heureusement, j'en ai un bon, parce que tabarouette, il y a de la charge là-dessus, là, je me fais effriter ça. Alors qu'exemple, en Alberta puis en Ontario, tu n'as pas cette même réalité-là. Fait que j'ai l'impression que la racine actuellement, c'est ce côté-là de la médaille. Tu sais, c'est pas un problème d'habitation, malheureusement. C'est un problème d'économie, c'est un problème de pays. Oui, il y a aussi un débalancement au niveau de l'offre et la demande. Mais là, on a quand même mis beaucoup d'efforts pour essayer d'augmenter l'offre. Puis on se rend compte que, il y a une limitation. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la journée, le monde sont prêts à le payer. Il y a eu l'immigration aussi qui a été coupée dernièrement. Là, on le ressent fortement dans l'offre et la demande. Puis pour faire du pouce tout à l'heure sur ce que tu disais au niveau de l'abordabilité, c'est qu'aujourd'hui, on a juste un montant dépendant de n'importe quel appartement, que ce soit un studio, un 3,5, un 4,5, un 5,5, c'est le même montant. Ce qui est logique parce qu'à un moment donné, les promoteurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire le plus petit logement possible en abordabilité. Sauf qu'il n'y a aucune famille qui pourra accéder à ce bien-là, les gens qui ont des enfants. Donc, je pense qu'il y a un ajustement aussi à faire de ce côté-là pour que ça soit
légitime pour les familles aussi également. Et il y a un ajustement aussi de comment on construit. Tu sais, t'es Français, t'es Européen. Les logements sont beaucoup plus petits en Europe. En France, je veux dire, j'ai loué un logement dans le 17e arrondissement de Paris, 3 chambres à coucher, un 5,5. Puis c'était quoi, 720 pieds carrés? Là, tu sais, je veux dire, ça n'existe pas ici au Québec. Ça, c'est d'une part. Si on veut taper sur le clou de l'abordabilité au niveau habitation sans aller vers le côté salaire, productivité, il faut qu'on fasse des plus petits logements. Puis c'est pas juste ça. Des 4,5, des 5,5, là, moi, je commence à avoir un pas pire parc, les gars, là, puis je vais vous dire, des 4,5, des 5,5, là, c'est ce que j'ai le plus de misère à louer. Parce qu'un autre aspect de la crise du logement, c'est le changement des mœurs des ménages. Les gens sont tous divorcés à cette heure. Les familles sont toutes séparées. Le monde sont tous plus en couple ou vivent seuls. De plus en plus de monde vivent seul. Le monde ne vit plus en famille. Les familles ont été décimées, essentiellement. Le concept de la famille, tu parles de la famille Guillemot, là, le concept de la famille en ce moment au Canada, là, il n'existe plus. Là. Fait que ça fait quoi? Mais ça fait que pour la même population, ça prend plus de logements. Ça prend pas des 4,5 et des 5,5, ça prend des 1,5. Ça prend des 2,5, des 3,5. Puis moi, d'ailleurs, en ce moment, je suis en train de développer entre 1500 et 2000 logements, dépendamment de ce qui est accepté, juste à Sherbrooke. 75 %, là, puis mes architectes capotent, sont comme, t'es sûr? Je serais oui. 75 %, ça va être du 1,5, 2,5, 3,5. Là. 25 % va être du 4,5, 5,5. Parce qu'il y a cette réalité-là aussi de marché. En Mais fait, j'ai l'impression que c'est un cycle, par contre. Je suis 100% d'accord que présentement, les familles sont, comme on dire, plus détruites. Ouais. Tout le monde est plus autonome. Mais quand tu regardes à l'international, avec les problèmes économiques, ce qui se passe, c'est souvent, tu te ramasses même 2-3 familles dans le même appartement. j'ai Ça, c'est au niveau des immigrants qui arrivent. Edmonton, Oui. moi, je le vois dans les logements. J'ai ça dans mes J'achète, je le logements vois aussi. beaucoup. Mais Mais c'est pas un cycle au niveau canadien. C'est vraiment culturel. Puis on le voit, c'est culturel au niveau des pays occidentaux, riches, puis, comment on dit ça, des religieux, là, tu sais, qu'on a enlevé... c'est quoi le mot que je cherche? Là? athée. Ouais, athée, bref. Mais je suis d'accord, mais il y a un élément commun à toutes ces personnes-là, c'est souvent qu'ils arrivent de des pays où il n'y a pas beaucoup de ressources. C'est un Ouais. mode de vie plus difficile. Ouais. Mais moi, la façon qu'on avance présentement au niveau politique, économique au Canada, je trouve qu'on s'en va vers ça. Je ne dis pas dans 5 ans, dans 10 ans, mais dans 20 ans, 25 ans, est-ce qu'on va avoir autant l'eau potable sans la payer, autant facilement accès? Est-ce que l'importation de nourriture va être autant abordable qu'aujourd'hui? C'est probablement pas. Puis là, je pense qu'on va revenir à ce qu'ils font présentement à l'international dans des conditions de plus de misère. En fait, dans la même optique, un peu, je comprends ton point. Je partage ton opinion sur une portion, mais en ce moment, je vais réutiliser ton image de tantôt. Je pense que tu nous parles de la cheville, mais qu'on oublie la hanche. Ouais. Parce que tu as raison que les ménages ont explosé puis que la consommation de logements comme on avait il y a 30 ans n'est plus la même. Ouais. Mais il existe aussi le contraire. Les choses qui se vendent de plus, avant, mettons, on recule il y a une quarantaine d'années, les gens voulaient des maisons 3 chambres. Un adulte, 2 enfants, c'était parfait. Ouais. Aujourd'hui, les gens cherchent des maisons 5-6 chambres. Parce que d'un côté, il y a des gens qui se sont séparés, mais de l'autre, il y a des familles qui se sont reformées. Et on vit dans une société présentement, le Québec en particulier, le restant du Canada un peu moins, mais au Québec en particulier, avec des familles recomposées. Ouais. Mais en ayant des familles recomposées, tu te ramasses que souvent, tu as 4, 5, 6 enfants dans la même famille avec les 2 parents, même si c'est recomposé. Et les gens aussi font du télétravail. Donc, en ayant besoin de télétravail, ont besoin d'un espace pour être en mesure de faire ça. Fait que la demande, à mon avis, est d'une part des logements beaucoup plus petits et de l'autre de logements beaucoup plus grands. L'entre-deux, je pense que le besoin est de moins en Le moins 4,5, présent. 5,5, Je pense que le 4,5, 5,5, il y a vraiment de moins en moins de demandes, mais du 1,5, du 2,5, des studios pas chers, 3,5, ça, il y a de la demande en masse pour Ouais. ça. Puis de l'autre côté, d'avoir des 6-7 chambres à coucher. Tu sais, dans le reste Mais du ça, Canada... faut que tu sortes du multirésidentiel. Ben, c'est Pur, différent. là, faut que tu ailles plus, mettons, dans du Maison de townhouse. chair, là. townhouse. C'est ça. Mais Parce c'est- que j'en ai, moi, des 6,5, là, ça finit par être des étudiants, tu sais, qui se prennent 4 étudiants qui se prennent 4 chambres, mais les familles, le calcul, c'est comme, crème, tu sais, un 6,5, mettons juste à Sherbrooke, là, un 6,5 décent, là, t'es à 2000 à 2700 par mois. T'es comme moi, je vais peut-être m'acheter une maison vraiment pas chère à la place. Là, Mais tu sais. dans un autre élément que je veux prendre la peine de souligner, que souvent les gens, puis ceux qui nous écoutent en ce moment, sont peut-être même pas au courant à quel point la consommation puis la perception d'un logement est pas la même au Québec que dans le restant de la planète. Oui. Si tu vas aux États-Unis, tu t'en vas dans le reste du Canada, les gens parlent pas de 1,5, 2,5, 3,5. C'est
one bedroom, two bedroom, three bedrooms. Fait que un 1,5, 2,5, 3,5, ça n'existe pas. T'as studio, one bedrooms. Ouais. Fait que tu sais, après ça, les gens parlent du square footage. Ouais, la c'est le quantité 1,5, de- 2,5, c'est pas mal la même affaire. Là, mais Ouais, mais un 1,5, un 2,5, puis tu sais, t'as un studio, une chambre à coucher, deux chambres à coucher, puis la consommation puis la vision n'est pas la même. Premièrement, j'ai jamais compris pourquoi on dit un 3,5 ou un 4,5. C'est un 5,5 avec deux salles de bain, ça devient-tu un 6? Ça marche pas. Fait que tous les logements ont des salles de bain. Fait qu'il devrait pas y avoir le 1,5, ça sert plus à rien. La consommation des logements ailleurs dans le monde se fait tout en nombre de chambres. Fait que pourquoi est-ce que c'est beaucoup fait comme ça? Moi, j'ai des 3,5, par exemple, à Orangeville en ce moment, qu'ils sont 2 familles dans un 3,5. Il y en a un qui ont condamné le salon, ils ont mis des rideaux, ils se sont fait une chambre là, il y a une famille qui habite là, avec deux adultes et un enfant. Puis dans la chambre, il y a 2 adultes et un enfant. Ils se mettent des bunk beds, des lits étagés, je sais pas comment on dit ça en français. Là. Superposé, Des oui. lits superposés avec un lit queen en bas, un lit simple en haut, l'enfant dort en haut, les parents dorment en bas. Ça, tu sais, des gens qui viennent de l'Inde, du Bangladesh, du Pakistan, L'Afrique. de la Chine. L'Afrique, j'en ai pas beaucoup, là, Ouais. spécialement Moi, dans j'en la vois, clientèle. mettons, l'Afrique. Puis cette clientèle-là recherche spécifiquement ça. Puis la façon de gérer l'estate, l'argent, la consommation financière et des ressources, c'est pas la même. Parce que si tu regardes, mettons, on loue, mettons, 1400$, 1500$ un 3,5 à Orangeville. Mais s'ils sont 2 familles qui se mettent dedans, puis qu'il y a 4 parents qui travaillent là-dedans, ça revient, entre parenthèses, pas cher par individu. Ouais. Mais dans leur mentalité, dans leur consommation, ils vont se mettre là. Parce que Ils c'est ça vont- qu'ils peuvent se payer. Mais pas juste qu'ils peuvent se payer ça. Souvent, ils peuvent se payer beaucoup Ah plus. Écoute, j'ai un logement, c'est des 3,5 là-dedans, il y a 3 médecins. Ouais. Puis, tu sais, Ouais, mais il y a quelque chose qu'il faut prendre en Mais considération aussi avec les personnes immigrées qui viennent des fois des pays pauvres comme ça. C'est qu'ils nourrissent toute leur famille qui sont là-bas aussi. Donc, Ouais. une bonne partie de leur budget s'en va pour nourrir la famille qui n'a pas pu déménager dans un pays. Mais je pense aussi, c'est- ouais, il y a aussi pense une que- question d'acquisition d'actifs parce que les gens, mettons, j'ai des locataires en ce moment, j'ai jasé avec eux autres il y a quelques semaines, je ne savais pas que j'étais propriétaire, fait que c'est drôle, mais eux autres, tu sais, ils ont un revenu familial de tout le monde qui habite, c'est pas ces 2 familles, là, mais ils ont le revenu dans l'appartement de près d'1 million, 1 million par année, dans un 3,5. Puis eux autres, là, ils vivent avec le minimum, puis toute la balance de ce qu'ils ont, ils la cotent. Puis leur objectif, eux autres, c'est d'acheter un 50 logements le plus vite possible. Ouais. Hey, salut, je vous dérange 2 secondes durant cet épisode. D'ailleurs, merci beaucoup de nous écouter. On le fait pour vous. Et c'est très, très rare que je vous demande quelque chose, mais voici le temps arrivé. Je vous demande une petite chose, c'est de vous abonner sur votre plateforme préférée de podcasting pour être sûr de toujours recevoir les nouveaux épisodes. Ça fait plus de 8 ans qu'on produit ça pour vous. Ça coûte de l'argent, du temps, de l'énergie, de la coordination. Et on le fait parce qu'on veut être sûr que même si vous n'avez pas d'argent présentement pour investir dans votre formation ou que le timing n'est pas bon ou vous n'êtes pas encore rendu là, bien, vous êtes capable quand même de vous inspirer, de vous éduquer puis d'avoir des modèles. Donc, pour nous encourager à le faire, on vous demande juste une petite chose. Ça prend 3 secondes. Assurez-vous d'être abonné sur votre plateforme préférée pour être sûr qu'à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode, vous le recevez. Merci et bonne continuité dans l'épisode. Mais ça revient, je suis content que tu aies été là, parce que c'est une discussion, on n'est pas habitué de l'entendre au Québec, mais c'est une question de... Tu sais, on a parlé dans notre podcast ensemble de responsabilité puis de victime, OK? Puis moi, j'aime ça en parler aussi avec mes enfants de questions de ce qui t'est dû. Au Québec, là, on a quand même une mentalité culturelle de pas mal de choses nous sommes dus. Ouais. Déjà au Canada, oui, parce qu'on est dans un pays, tu sais, comme un peu de centre-gauche. Fait que, tu sais, on a un filet social. Fait que ça, tu sais, la carte soleil, le BS, le chômage, ça nous amène un certain sentiment de dû. Ça nous est dû, OK? Le Québec, je trouve que c'est encore pire de « ça nous est dû ». Tu sais, ça n'a pas de... Moi, je le vois des fois sur Facebook, là, ça n'a pas de bon sens. Un 4,5 à 1250$ par mois. OK, mais pour toi, ça serait quoi ton budget? Ben moi, je pourrais payer 700$ par mois. OK, ben mets-toi avec un coloc. C'est un 4,5, il y a 2 chambres. Non, hey, voyons donc. Non, je veux pas être avec un coloc. OK, ouais, mais à un moment donné, là, en anglais, nous, on avait l'expression, là, mon père disait tout le temps ça, là, « beggars can't be choosers ». En voulant dire, là, excuse-moi, là,
avoir un toit sur la tête, selon moi, c'est un besoin primaire. Tout le monde devrait avoir ça. Je suis pour que tout le monde... Je trouve pas ça normal qu'il y ait du monde qui vive à la rue. Qui veulent pas vivre à la rue. Parce qu'il y en a certains qui veulent vivre à la rue. On met ça de côté. Mais après ça, là, d'avoir un 4,5 tout seul, c'est un luxe. Sorry, là, comme c'est un fucking luxe. Puis cette mentalité-là, malheureusement, les gens d'ici ont beaucoup ça. Les immigrants ne l'ont pas. Tu sais, le premier immeuble que j'ai visité, c'était un 30 à Edmonton. Je rentre, là, une chambre à coucher, là. Pas tout le monde qui a sa propre chambre à coucher, là. Puis même pire, les parents n'ont même pas leur propre chambre à coucher, ils la partagent avec des enfants. Je rentrais, il y avait le lit de parents, puis il y avait le lit d'un enfant. Puis dans une autre chambre, il y avait 3 lits d'enfants. Puis tu sais, moi, des fois, je l'explique à mes enfants, là. Je dis, moi, là, jusqu'à l'âge de 14 ans, j'ai jamais eu de chambre à moi, là. Je partageais la chambre avec ma petite sœur. J'avais pas ma chambre. Ça n'existait pas, avoir ma chambre, tu sais. Fait qu'il y a ce côté-là de notre perception de ce qui est, tu sais, de ce qui est abordable, puis de ce qui nous est dû, puis ce qu'on devrait avoir. Ça aussi, il y a peut-être des changements à faire, puis ça me fait penser à Friends. Tu sais, l'émission Friends, là, qui est une des émissions les populaires. Hey, c'était quand même quoi, 6 personnes qui vivaient ensemble en 1990? C'est pas d'hier, là. Ouais. Je vais prendre la balle au bon un peu. Ça va un peu changer de sujet, mais je pense que la ligne est intéressante. Moi, comme je disais dans l'autre podcast qu'on a fait tantôt, moi, je suis père de 4 jeunes enfants, et 10, 8, 7 et 5 ans, et mes enfants sont très impliqués dans mes affaires. Ouais. Et je sais que ça peut sonner étrange, là, mes enfants ne prennent pas de décisions importantes, mais j'ai pour mon dire que si mes enfants ne sont pas bienvenus, je ne le suis pas moi non plus. Fait que mes enfants viennent dans des meetings d'affaires, viennent visiter des bâtisses, viennent visiter des projets, me donnent leur opinion puis leur optique sur les différentes entreprises ou les différents immeubles qu'on achète. Pour moi, c'est important, puis ça intègre énormément mes enfants au monde des affaires. Mais mes enfants sont allés visiter des logements, comme je parlais tantôt, parce qu'il y a 6, 7, 8 personnes qui habitent dans un one-bedroom apartment, dans un 3,5. Mes enfants ont vu ça. Ouais. Puis, tu sais, nous autres, je recule d'un peu plus qu'un an, on avait quand même une belle grande maison. Avec, tu sais, il y avait toutes leur chambre, leur salle de bain. Tu sais, le setup était quand même assez intense. Puis là, en ce moment, mes enfants sont heureux d'accepter puis de voir tout ce qu'ils ont. Ils se trouvent chanceux d'avoir leur propre lit. Ouais. Parce qu'ils ont vu des amis de leur âge qui n'ont même pas leur propre lit. Qui n'ont pas leur propre lit. Pas juste leur propre chambre. C'est, t'as 2 bunk beds dans une chambre, t'as 4 lits, puis t'as 6 personnes qui dorment dedans, puis tu sais, partagez vos lits parce que c'est ça qu'on peut se payer, puis c'est tout, là. C'est clair. Fait que tu sais, moi, j'aime beaucoup non seulement l'expliquer à mes enfants, mais le faire voir puis le faire vivre à mes enfants. Ce qui est un peu une optique différente. Ça, c'est une option personnelle. Ça pourrait le voir comme un cop-out, là, qu'on est en train de dire. Le monde a juste à se serrer à la ceinture. Puis, c'est pas ça. C'est pas ça. Je pense pas que c'est ça qu'on est en train de dire, mais je pense que certainement, il y a un petit peu de questions à se poser aussi. C'est quoi aussi qui est du caprice puis qui est vraiment une problématique. Il existe un concept, là, puis je m'excuse, j'utilise beaucoup d'anglicisme, mais la vie va être dure. Ouais. Peu importe ce que tu fais, là, ça va être dur. Choose your heart. Ouais. C'est dur d'aller au gym tous les matins. C'est dur de bien manger. Ouais. C'est dur de prendre soin de soi. C'est dur de faire de l'éducation. C'est dur de partir de pauvre à pas pauvre. C'est aussi dur de devenir gros, à ne pas être en santé, avoir mal partout, à être tout le temps démotivé. Ça aussi, c'est dur. Fait que choisis lequel des deux durs tu veux. Tu sais, j'avais une conversation dans un podcast qui s'appelle le podcast de garage. C'était super intéressant. Puis dans la conversation, j'expliquais que la très grande majorité des Canadiens ont le choix de devenir riches. Ouais. Puis quand j'explique ça à quelqu'un, la réponse était « Ouais, mais tu sais, on vit pas riche. On s'est acheté chacun un Mazda 3 neuf. Tu sais, c'est des petits chars qui coûtent pas cher. » Ils disent « Mais tu peux t'en acheter un usagé à 5 000 $, le payer cash. » Pas avoir de paiement, pas avoir d'obligation, puis colle l'écart entre les deux. La journée où ce qui va briser, revends-les pour le même prix que tu l'as payé ou à peu près, puis achète-toi un autre, tu vas avoir l'argent content, tu vas pouvoir t'enrichir plus. Fait que, j'explique une longue conversation de façon résumée, mais les gens ont le choix, puis les gens décident, comme tu disais un peu plus tôt, que parce qu'ils pensent que ça leur est dû, parce qu'ils pensent qu'ils méritent mieux, parce qu'ils pensent qu'ils méritent plus, que ils sont pas prêts à faire les sacrifices que dans ça le revient fond, à la responsabilité. Oui, exact. J'ai admis, le gars qui m'a fait comprendre à quel point c'était intéressant l'immobilier, le gars, il n'a pas un secondaire 2.
quand tu parles avec, tu te rends compte rapidement qu'il n'y a pas d'éducation. Le gars est multimillionnaire de l'immobilier. Puis à un moment donné, j'avais une conversation avec lui, j'avais 20 ans. Là, fait que ça fait quand même 2-3 semaines. Et, il m'expliquait que lui, quand il s'est starté, il a commencé à en acheter un duplex. Puis il dormait entre les 2 appartements. Il y avait comme un duplex mitoyen où tu rentrais puis tu avais 2 portes. Puis en dessous des marches, il y avait un locker, là, où comme un petit locker de 4 pieds. Il y avait un lit là, puis avec une petite prise de courant, puis il habitait là. Il a dit, j'avais rien envie, tu commences pas avec, là, il y a une super grosse maison sur le bord de l'eau, il vaut quasiment 25-30 millions, le gars. Ça va bien, ses affaires, mais il a commencé en habitant entre 2 étages, dans un espace pas habitable d'un de ses blocs, parce que c'est comme ça qu'il a été capable de créer son estate. Il a acheté ça, il a créé de la valeur refinancée, il en a acheté un autre, puis il a tout le temps vécu super modestement jusqu'à temps qu'à un moment donné, il ait plus qu'1 million par année de revenus récurrents après dépenses. Là, il a commencé à se permettre de vivre un peu plus. Mais avant ça, là, avant d'avoir atteint son milestone qui s'était donné, jamais ce gars-là, il s'est permis de dépenser de l'argent qu'il n'avait pas parce qu'il avait pris la décision que c'était le dernier pauvre de sa famille. Oui, mais tu sais, en même temps, là, parce que la société ici aussi nord-américaine, surtout peut-être un peu plus québécoise, plus spécifiquement, elle s'est donné une zone de confort assez large. Assez large. Puis, une grande partie de la population s'est sentie bien à l'aise là-dedans. Puis on a toujours eu beaucoup d'espace géographiquement. Et en plus. Puis, ils sont restés là-dedans. Par contre, tu vois, un immigrant arrivé ici, là, mode survie, allumé, je veux mieux, je veux me casser la tête, je veux plus vivre dans la misère dans certains cas. Ils viennent pas tous de la misère, là, mais... Tu sais, puis, il arrive ici, il veut juste se refaire, se rebâtir. Il recommence à zéro, il veut tout faire pour avoir du succès. Il va continuer à travailler fort, puis il va se serrer la ceinture, il va travailler fort et intelligemment. En fait, Puis, si tu permets, Fadi, sur ce point point-là, j'aimerais que Kevin en parle. Je ne sais pas si tu es ouvert et si tu es à l'aise d'en parler, mais parle un peu de ton parcours. On en a parlé un peu dans l'auto, mais on a parlé exactement de ça tantôt. C'est un peu ce que tu dis. Moi, je suis parti de la France il y a à peu près 9 ans, 8 ans ou 9 ans. Puis moi, en France, je n'ai jamais manqué de rien. Mes parents, famille modeste, on avait quand même une maison, on partait en vacances. Puis quand je suis arrivé ici, j'ai eu un peu des problèmes d'immigration dans les premiers mois. Les premiers mois, voire même la première année. Puis je me suis retrouvé un peu avec sans rien. Puis j'en parlais avec Alex et puis j'arrivais à un moment donné où vraiment j'avais plus rien. Donc j'avais quand même un toit, mais financièrement c'était dur. Je sais que si je demandais de l'argent, mes parents pouvaient me le donner, mais par fierté, j'en demandais pas. Tu le fais pas. Non. Puis au point de ne pas acheter un ciseau à $2, là. C'est juste pour te donner une idée. Là. Puis je sais pas, quand, tu vois, avec la meute, on cherchait un peu le pourquoi. Puis je sais pas si c'est là, mais à un moment donné, je me suis dit plus jamais. Ouais. Plus jamais. Puis je me suis fait un peu un chemin et je me suis donné un focus. J'ai pas tant changé mon niveau de vie. C'est sûr qu'entre la première année et maintenant, mon niveau de vie a changé. Je veux dire, je reste toujours dans un niveau de vie normal tant que justement, j'aurais pas atteint ce déclic-là. Puis tu sais quoi, quand tu vois un exemple comme ça, puis il y a un dicton là, anglais que j'aime pas du tout, qui dit « Start with nothing, you have nothing to lose ». Ouais. C'était tellement pas vrai. Non, c'est pas Parce vrai. que c'est tellement pas vrai. Parce que when you start with nothing, of course, si aujourd'hui, là, you still have nothing, it's like, okay, that's another case, you're a failure anyway. Mais but if you start with nothing, puis tu arrives de là où tu étais dans la situation, tu arrives là où tu es aujourd'hui, je pense pas que tu vas continuer à travailler, à gosser comme un... Pour t'assurer que... You have everything to win. J'ai de la misère, puis ça peut, peut-être que je peux avoir l'air un peu froid, là, mais j'ai de la misère, moi, à avoir pitié pour bien du monde. Tu sais, comme, tu sais, l'histoire que tu racontes, moi, dans ma mi-vingtaine, là, c'est une histoire que pas grand monde connaisse, mais il a fallu que je recommence à zéro. Tu sais, ça, j'en ai parlé souvent. Il a fallu que je recommence à zéro. J'ai
tout perdu, puis même négatif. Là. Puis j'ai vécu, moi, j'avais pu... Tu sais, acheter un ciseau, là, j'avais même pas 2 $ pour acheter un cheese double. Tu sais. C'est pareil. Mon repas, pendant, on va dire, mettons, peut-être 6 mois, 6 à 8 mois, ce que je mangeais, c'est que j'allais chercher au Super C un poulet rôti. Tu sais, les poulets rôtis, dans la salade, c'était comme 7-8 piastres. Un poulet rôti. Des concombres ou le légume qui est en rabais que j'aime. Là, mettons, je suis pas un fan de céleri puis de chou-fleur, surtout cru, là, mais mettons, quelque chose que je peux manger cru. Fait que souvent, c'était des concombres. Il y avait souvent des deals de concombres à 99 cents ou des fois même 2 pour 1,50 $. Concombre, poulet rôti, c'est ce que je mangeais pendant 2 à 3 jours. C'est tout. Quand j'avais 20 ans... Puis, j'habitais... Heureusement, j'avais un oncle qui avait une compagnie. Il y avait un bureau, là, comme ici. Là. Puis, il y avait une salle de conférence dans le sous-sol de son bureau. Puis, j'avais un matelas dans le garde-robe de la salle de conférence. Puis, une fois que tous ses employés partaient le soir, j'arrivais à son bureau, je sortais le matelas, je le mettais à terre. C'est drôle. Puis, c'est là que j'ai habité, moi, pendant 6 à 8 mois. Puis, vraiment, là, rien. Il me restait des mois d'abonnement sur mon abonnement de gym. Fait que c'est là que j'allais me laver. Parce qu'à son bureau, il y avait un micro-ondes, il y avait un frigidaire. Fait que je pouvais garder comme ma bouffe. Mais il n'y avait pas de four, il n'y avait pas de lave-vaisselle, il n'y avait rien de ça, mais il n'y avait pas de douche, il y avait une toilette. Là. Fait que j'allais au gym me laver. Je dormais à terre dans la salle de conférence sur un petit matelas. Puis je mangeais un poulet rôti avec concombre pendant 2-3 jours. Puis en aucun temps que j'ai eu pitié pour moi-même, puis en aucun temps, je me suis dit, ça n'a pas de bon sens que j'ai ça. Non. Je me suis dit, c'est à moi de sortir de là. C'est à moi de sortir de cette situation-là. Puis, il y a d'autres moments dans ma vie là, que j'aurais pu vivre tout seul, avoir un appart tout seul, puis finalement, j'ai vécu du monde. Puis la vérité, c'est que d'après moi, là, même encore aujourd'hui, je fais des blagues des fois avec ma blonde puis les kids. On a une grosse maison à cause de vous autres, là. Pas à cause de moi. Là. Moi, pour vrai, là, genre, je serais célibataire, là, j'appellerais Fadi, je dirais on se ponctue un 4,5 à 2, le moins cher possible, puis that's it, là, tu sais, comme... C'est ce qui fait notre... Je peux vivre avec peu. Ouais. Puis je trouve pas que ça m'est dû d'avoir une grande maison ou même un grand logement ou fait que, tu sais, puis là, je rentre des fois dans les logements du monde, je suis comme, tu sais, les gens ont de la misère, mais Chris, il y a une assez grosse TV, puis je regarde tes chouclacs. Moi, là, c'est des souliers à 25$ j'ai acheté au Decathlon, là. Je suis multimillionnaire, là. Mais c'est comme ça qu'on supporte plus le risque aussi, là. Mais tu sais, dans ma jeune vingtaine, les gens me voient aujourd'hui, puis c'est facile de dire que ça va bien mes affaires. Ouais. Parce que j'ai 35 ans, je suis pas tant vieux, mais moi, début vingtaine, là, quand je te dis que j'étais pauvre, là, j'avais un frigidaire. Le frigidaire que j'avais m'avait été donné par un de mes oncles. Ouais. Ah, ça, j'en ai Puis plein de ça. Ouais. Ah non, attends, tu comprends pas, là. J'avais un frigidaire avec un placardé de bois dessus. Tu sais... Ben gâteau. Tu sais, j'habitais dans un demi-sous-sol à Montréal-Nord. À Montréal-Nord, j'étais dans les pauvres. Ouais. Ça te donne une idée, là. Ouais. Puis je me nourrissais de patates aux oignons. Parce qu'un sac d'oignons et un sac de patates, tu peux manger pendant un bout avec ça, puis ça coûtait 5$. Fait que je mangeais pour ma semaine pour 5$. J'avais pas de four. J'avais 2 petits ronds que j'avais achetés chez Canadian Tire. Puis j'ai passé un peu plus qu'un an de ma vie à manger ça. Puis quand j'avais un peu d'argent, je me permettais d'acheter un sac de poulet congelé à 10$ chez Super C. Puis je l'étirais, c'était une demi-poitrine de poulet que je mettais dans mes patates aux oignons, dans mes ramen. Concrètement, je me suis nourri de ça, puis ça fait pas... C'est pas quelque chose que je te parle de il y a si longtemps que ça. Là, ça fait 15 ans de ça. Là. Puis là, tu sais, je pense pas qu'on est en train de dire non plus que genre les locataires, mon Dieu. Là. Non. Mais en même temps, je pense qu'il y a une leçon là-dedans. La leçon, c'est... C'est la différence, Nick, entre quelqu'un qui va passer sa vie à dire que c'est de la faute des autres, puis quelqu'un qui va se ramasser à avoir assez d'argent pour, moi, ce que j'appelle du fuck you money. Ça n'empêche pas qu'il faut construire plus de logements. Il faut construire du logement abordable. Il faut augmenter les salaires pour la productivité du Canada. Mais il y a aussi peut-être un petit peu moins de princesses
tu sais, le côté princesse dans notre culture, de penser qu'un 4,5, ben non, moi, j'aurais besoin de mon 4,5 tout seul ou mon 3,5 tout seul. Tu sais, je pense que l'ensemble de l'œuvre ferait que tout irait mieux. Mais bon, ça, c'est utopique. Peut-être un petit effort aussi au niveau de notre système d'éducation pour inculquer. Ben, je pense que tout ça part de l'éducation. Inculquer, oui, c'est ça, pour ça que je dis un petit effort. Tout ça part de l'éducation. Ouais. D'inculquer ça un peu. Juste, OK, changez pas le modèle, vous l'aimez comme il est et tout ça, là. Gardez-le comme il est. Mais juste ajoutez une portion. Gros bon sens. Finance. Mais non, mais. Bon sens. Tu sais, juste. Mais amener de la réalité un peu à ces jeunes de 7-8 ans qui sachent. Ah ouais. Oui, on le fait à la maison, mais c'est pas tout le monde qui le fait à la maison. Mais non, mais Tout le monde peut le faire. je parlais avec c'est rare, je parle avec des locataires parce que c'est pas moi qui fais la gestion de tout ça, mais je parlais avec un locataire l'autre jour là, qui disait, tu sais, je sais pas, on parlait, puis à un moment donné, il était comme, il commence à être négatif, puis il disait, tu sais, je pourrais jamais me sortir d'ici, puis blablabla, puis, tu sais, je la regarde, je dis, là, en ce moment, ton loyer, il est quoi? Il paye 950$ pour un 3,5 comme... Tu sais, correct. Ben, tu sais, déjà, je sais qu'on a, mettons, un 4,5, pas si beau, mais quand même, il est 1000$. Ben, pourquoi tu ne le partages pas avec quelqu'un d'autre? Là, tu vas déjà descendre. Là, tu viens de te trouver à peu près un 450$ par mois. Là. 450$ net. C'est beaucoup. C'est 5 000. OK? Tu viens de te trouver... Là, tu viens de te trouver 5 000 par année. Dans 5 ans, c'est 25 000. Tu en as probablement assez pour t'acheter peut-être ton premier duplex comme propriétaire occupant. OK? Ça, c'est juste ça. Combien d'heures tu travailles par semaine? Ben, je fais mon 40 heures, puis c'est tough. OK? Puis le résultat, tu fais quoi? Ben, je fais du sport, puis je vois mes amis, puis... OK, mais tu pourrais-tu te payer une deuxième job? Oui, c'est ça. Une deuxième job? Il me regardait comme si j'étais un devin. Ben oui, une deuxième job. Pourquoi tu n'as pas d'enfant en ce moment? T'as pas de femme? Ben ouais, mais c'est pas une vie, ça. C'est genre le meilleur moment pour le faire. OK, mais attends, là. Choose your heart. Attends, moi, j'ai grandi dans un quartier, là, où que les kids ne voyaient pas leur mère parce qu'elle était monoparentale, puis il y était 3 kids, puis la mère, elle travaillait 3 fucking jobs, esti. Il y a un problème de mentalité. Il y a un problème de mentalité et d'éducation. Oui. Moi, je me rappelle aussi, là, de volonté. Quand j'étais dans le monde corporatif, j'étais employé. C'est correct, tu as le droit Au début. Mais si tu ne veux pas travailler 80 heures semaine ou 60 heures par semaine, c'est correct. Puis, tu sais, mais après ça, je chiale pas que le système est contre toi. Il n'est pas contre toi, le système. Non. Arrête, là. Arrête. Moi, je me rappelle, il y a des gens qui venaient me dire, là, hey, c'est pas correct. Toi, là, tu travailles comme 55 heures, 60 heures par semaine. Puis tu fais ça, puis nous, écoute, on fait pas ça. Puis c'est sûr que les choses que tu fais, tes projets avancent plus vite. Je dis, il est où le problème? Ouais, mais c'est pas correct, là. C'est comme, nous, on travaille juste 40 heures. Ben, travaille plus, qui t'arrête? Il n'y a personne non, mais Fadi, l'équilibre. Oui, mais quand même, là, tu as la famille, l'équilibre. Choose your heart. Excuse, je vais me permettre un calcul. J'ai 2 enfants. Fadi, je vais me permettre un calcul. Un peu comment j'ai pris mes décisions. J'ai fait mes choix avec ma femme, on s'est entendu. On va fonctionner comme ça. Excuse, là, mais je suis ambitieux peut-être un peu plus que toi. C'est correct? Mais Fadi, je vais me permettre je sais que ça termine bientôt, je vais me permettre de donner un calcul mathématique complexe à tout le monde. Si tu travailles 40 heures par semaine à 10$ de l'heure, je sais que personne ne travaille à 10$ de l'heure. C'est pas OK, mettons 40 heures par semaine à 15$ de l'heure, tu vas faire 600$ par semaine. Ouais. Si tu en fais 80, tu fais 1200. Je peux vous réexpliquer la logique mathématique en arrière si vous voulez, là, mais... Si ton loyer te coûte 1000 tout seul, puis que tu vas avec un locataire, avec un partner, il te coûte 500. Fait que là, tu es encore... Oui. Puis en fait, ça, je vais me permettre de mais Alex, je suis pas venu sur cette terre pour travailler 80 heures semaine puis vivre dans un 4,5 avec un coloc. Voyons, Alex. Mets-toi du cash de côté puis choose your heart. Ouais, Alex, sur mon iPhone de l'année. Puis là, mes likes à 2. Puis mes Yeezy à 300$. Hey, moi, je suis ça, cellulaire là, avec 7 caméras en arrière. Mais je vais me permettre une autre parenthèse. Puis tu sais, là, ce que je vais dire là, c'est vraiment pas une opinion populaire, là, mais voici une base du business.
Moi, si je paye, puis je prends le risque, puis je signe un bail pour 1000$ par mois pour un 4,5, puis je décide de dire que je vais louer une de mes chambres, j'ai pas l'obligation de la louer à 500. Non. J'ai pas l'obligation de discloser combien je paye. C'est mon hostie de problème. Fait que si moi, je le paye, mon loyer 1000$, puis je viens de voir que je te propose de louer une chambre à 600$, toi, ce que moi, je paye, c'est pas de tes calices d'affaires. Fait que toi, tu as le choix de dire oui ou non. C'est pas une question d'équilibre ou de justice. Je partage mon bien, mon contrat, mon risque. Parce que si toi, tu payes pas, moi, il faut que je paye pareil. C'est moi qui est engagé sur le bail. Si on signe un bail ensemble, c'est une autre discussion, mais si je prends un bail... Pourquoi tu me regardes à moi? Parce que t'es beau. Visiblement, j'ai des problèmes de vue, là, mais... Mais non, on se comprend. Il y a du monde qui sont dehors de ce spectrum-là. Il y a des extrêmes. C'est pour ça que le filet social existe. C'est correct, Mais le filet social. il y a beaucoup de monde pour qui... Tu sais, la vérité, là, après moi, il a manqué une coupe de claques à la gueule quand il était jeune. Je les puis, donne gratis au besoin. Manqué une coupe de claques à la gueule, puis de se remettre à sa place, puis de dire, hey, tu sais, ça pourrait être pire. On en parlait, tu sais. Moi, des fois, je le dis en blague à mes enfants, à ma femme, tu sais, quand il y a une problématique où on est dans, je suis comme, ça pourrait être fucking pire, hein. Chérie, t'aurais pu naître une femme en Afghanistan. C'est comme, pour vrai, là. Tu sais, tes petits problèmes en ce moment, là, où des fois, je me le dis à moi-même, hey, ça pourrait être pire, Nick, là. Tu pourrais être propriétaire de blocs dans l'est de l'Ukraine, avec tes immeubles explosés, puis un de tes kids mort parce qu'il était dans l'immeuble explosé. Tu sais, comme, un moment donné, là, c'est pour ça que je disais le côté princesse, là, puis c'est bon ce que tu disais, choose your heart. Ça enlève pas qu'il faut améliorer les choses au niveau de la société, mais aussi, je pense que il faut pas que toutes les choses qu'on essaie d'améliorer au niveau de la société enlèvent non plus la responsabilité de l'individu également. Les deux ensemble. Excuse-moi, là. Oui, où le problème d'être né dans un... dans une place où il y a des obus ou... Je viens de là. Non, mais... Oui, mais c'est ça, mais même là, c'est même... raison. Non, mais c'est même pas une excuse, mais ce que je veux dire, c'est... Oui, mais tu Tu sais, je veux dire... Mais même là, Ouais. Même là, c'est même pas une excuse. Exact. Ouais. Si, moi, là... Mais tu fais Moi, juste je prouver suis notre né point, dans un Fadi. On pays n'est de pas guerre. chanceux. Toi, t'es né dans un pays de guerre. de guerre. Exact. OK? Fait que toi, t'as encore moins de pitié, là. Regarde, j'ai eu un obus, j'étais en train de manger, un obus est tombé à 20 pieds de moi. Ouais. Il a éclaté d'une façon, le souffle est venu sur moi d'une autre façon. Ouais. Il m'a repoussé. Ah, J'ai tu déjà te eu rends- un gun dans la tête. J'ai eu des obus qui tombaient partout. Il y a des gens qui ont... J'étais pas impliqué dans la guerre, hein? Non. Puis j'étais plus dans les mouvements de charité, dans les scouts et tout ça durant Ouais. cette période-là. Mais, regarde, c'est correct, même si tu es né dans un environnement Ah, comme ouais. ça, C'est tu même peux pas faire quelque chose. c'est même pas une excuse, hein, c'est ça. C'est même pas une excuse. Ah ouais. Hey, t'imagines, tu serais encore plus beau, tu serais mannequin. Mais on les voit pareil, les dommages du souffle. Non, mais sérieux. Pour les gens que ça nous avance, moi puis Fadi, on s'aime. Non, mais écoute, ici, t'as, je sais pas, un incident et tout ça, puis là, t'as les comités qui se forment, les élèves qui ont eu peut-être un traumatisme, viennent les aider. Mais, Ah, l'expression de ma belle-mère, aide-toi puis le ciel t'aidera. mais Hein? franchement, là, Aide-toi puis le ciel t'aidera. En fait, franchement, on dirait qu'on tient tout le monde par la main, puis on veut que tout On le monde vit- avance en même temps. Fadi, C'est ça le problème. on vit là. dans une On veut société- que tout le monde avance en même temps, à la même on vit vitesse. dans une société où est-ce que c'est grave de se faire mal. Tu sais, en ce moment, là, t'apprends beaucoup plus de tes erreurs, de tes échecs, que de tes succès. Fait que moi, personnellement, j'ai eu mal dans ma vie. J'ai eu mal Ah ouais. souvent. Puis je souhaite à tout le monde d'être capable de vivre dans une société où c'est normal de se faire mal. Tu sais, on vit dans une société, malheureusement, aujourd'hui, où les gens... On juge l'échec. En fait, les gens veulent pas vivre l'échec. Les parents, puis je nommerai pas personne, mais il y a beaucoup de gens qui empêchent les jeunes de vivre leur échec, de vivre une erreur. Les ligues de hockey veulent plus qu'il y ait de points pour les enfants de moins de 11 ans parce que ça leur fait de la pépène. Mais dans les faits, Hey, les entrepreneurs, les gens en business, on a hâte qu'un entrepreneur se plante pour le crisser sur la première page du journal, Ouais. puis rire de lui, puis dire c'était je t'en avais dit, c'était un crasseur. dans les faits, Mais mon ce que point tu en dis ce aussi, moment, même les écoles, là, si maintenant un enfant qui est en bas de 50%, il passe à la prochaine année. mais ça, c'est absurde. Ça crée une génération d'adultes dysfonctionnels qui se gonnent la première fois qu'ils se font domper ou se font dire non par une fille. Ouais. Concrètement, ça,
c'est une problématique qu'on vit parce qu'on n'est pas capable d'expliquer à un enfant que ben, t'as perdu parce que l'autre a travaillé plus fort que toi. Ouais. Mais comme les parents sont pas capables d'avoir cette conversation-là, où c'est que everybody's special, ben, dans les faits, travaille plus fort et tu vas avoir plus de choses. Ben, non, c'est pas tous les parents. J'ai pas dit tous les parents, je dis Moi, les parents en parce général. que moi, Fais attention, Alex, ça moi- fâche. Là. Moi, quand mon fils là, ou ma fille, elle fait une erreur, ou elle se plante, ou il se plante, je leur dis ah oui, tout ça. Il dit regarde, tu sais quoi? Tu t'es planté. T'es poche. Ça? Ça devrait Réveille-toi. ça devrait être même Travaille plus l'inverse. fort. Puis, écoute, non, t'en fais pas, t'as fait les épaules, mon chéri, là, c'est correct, là. Non. Non, ça marche pas, là. Si ton fils s'est planté dans un examen, il faut que tu lui dises s'il s'est planté parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Ouais. Puis, travaille plus fort. Mets quelque chose, corrige, dis-moi comment je peux t'aider. Mais ne lui dis pas, c'est correct, mon chéri, tu vas te rattraper la prochaine fois. Non, ça marche pas. Hey les gars, je suis obligé de vous couper là. Ça a été un épisode extraordinaire. Les Proprios, c'est un podcast où on veut ouvrir la fenêtre ou la porte aux gens, de voir c'est quoi les discussions que des proprios, des investisseurs immobiliers on a ensemble. Des fois, c'est des discussions farfelues, on parle de niaiseries. Des fois, on va très loin, très philosophique comme aujourd'hui, mais c'est toujours, on le fait, je pense, le plus humblement possible. On sait tous qu'on a des choses encore à apprendre, toujours. Puis on va juste espérer que Jérémy fasse pas des découpes trop qui vont enflammer les réseaux sociaux hors de contexte. Parce que Fadi veut pas être la première page du journal la semaine prochaine. C'est cool parce qu'on s'en va au restaurant en ce moment après le podcast, toute Ouais. la gang, pour avoir exactement le même genre de Exactement. conversation. C'était La même vraiment discussion. intéressant. Merci à tous ceux et celles qui ont écouté jusqu'à la fin le podcast, cet épisode de Les Proprios. Bien sûr, on le produit à chaque mois, le 1er du mois, parce que c'est la journée de la collecte. Et on se revoit le mois prochain. Sinon, ben, il y a toujours Retour sur l'investissement et tous les autres produits et contenus qu'on fait au Collège MREX. Merci les gars d'avoir été Merci là. pour l'invitation. Merci Vraiment, de merci. vous être prêtés au jeu.